on est à ce turning point-là où notre consommation devra changer. Donc, de facto, les entreprises devront s'adapter. Puis, by the way, tout ça va faire en sorte que notre génération plus jeune sur le marché du travail va avoir une meilleure qualité de vie. Puis, notre relation au travail va être différente. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, on vous invite à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo du jour et tant qu'à faire, pourquoi pas aller vous abonner à notre chaîne YouTube du même nom, Meilleur humain, meilleur monde. Chaque semaine, on interviewe des entrepreneurs inspirantes et inspirants du terroir québécois avec des histoires tout aussi passionnantes les unes que les autres. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Élisabeth Henry. Élisabeth, bienvenue sur notre plateau, si on peut dire ainsi. Merci d'avoir fait un petit peu de temps dans ton agenda pour nous. Ça me fait plaisir. Mon associé de tous les jours et de tous ces podcasts, M. Normand Chadwick, qui est également avec nous. Et je m'appelle Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines. Alors, Élisabeth, on va faire ta bio très rapidement pour lancer cet entretien. Élisabeth, tu es une professionnelle du marketing depuis une vingtaine d'années. Tu as commencé ta carrière dans les nouveaux médias en contribuant au virage numérique de plusieurs entreprises. On a été mis en contact par Pénélope Fournier, qui est venue également ici, qui, si je ne m'abuse, vous étiez rencontrés dans une de ces entreprises-là. Alors, dans ton parcours, on compte notamment Sidley, YR et maintenant Adviso. Durant tout ce parcours-là, qui a duré plusieurs années, tu as développé des stratégies de marque et dirigé des équipes, plusieurs projets importants, dont certains connus, tels que Boomerang, CMA, MIA, DMA, du travail aussi pour la SAQ et plusieurs autres clients de grande renommée. Tu es devenu officiellement, si on veut, une entrepreneur en 2021, si mes sources sont fiables, tout de suite après la pandémie, dans un processus de relève qui a été enclenché au sein de Adviso, la firme depuis laquelle tu nous parles aujourd'hui. Alors, première question, Élisabeth, est-ce que tu savais que le marketing et cette branche-là et tes différents projets te mèneraient au titre de CEO d'une grande agence de pub quand même, d'une grande agence marketing, pardon? Et est-ce que tu avais ça comme dans tes rêves de te rendre dans l'actionnariat et l'entrepreneuriat d'une entreprise? Wow, quelle belle question de départ. Merci. Ça brise bien la glace. Non, je ne le savais pas du tout. Vraiment pas. Moi, je dirais, par contre, tout le volet entrepreneurial, ça, je le savais. Je savais pas que le chemin pour m'y rendre serait le marketing, ça non. Mais d'être entrepreneur, de gérer aussi mon entreprise, oui, ça, je pense que je le savais dès que j'étais toute petite, puis même dans mes premiers emplois qui n'ont pas nécessairement été nommés, mais qui étaient en début de carrière, on me l'a dit. Toi, là, va falloir que tu va falloir que tu gères ta business parce que tu as trop d'idées qui sortent de la boîte. Puis on m'a vraiment quand même rapidement mis là-dessus. J'avais fait un petit hold sur ces rêves-là, mais je le sens dans moi. Moi, je suis une fille d'entrepreneur. Fait que déjà, et non, puis on fera la distinction entre entrepreneur et repreneur. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une bonne distinction à faire là-dedans. Mais mon père, dès que j'étais toute petite, je suis baignée là-dedans. Il a eu son entreprise d'orthèses et prothèses, donc avec une centaine d'employés lui aussi. Et puis, il a exporté ses produits, il a revendu son entreprise. Mais moi, c'est ça que je connais dans ma famille. Donc, de voir mon père 100% absorbé dans son domaine, dans son métier, parler de ses employés, être impliqué aussi. Moi, je viens de Joliette, fait que je le dis, hein, c'est mentionné ici, salut la gang de Joliette. Donc, je viens de cet endroit-là, donc voir mon père impliqué à Joliette, dans le volet conseiller, dans le volet citoyen, aller avec lui à des soupers spaghettis, faire partie vraiment du volet de la ville, du monde des affaires locales. J'ai vécu ça tout le temps, puis je pensais que la vie, c'était pas mal juste ça. Fait que oui, j'ai eu cet appel-là dès mon jeune âge, là. Fait que j'ai pris plein de chemins
pour m'y rendre, mais le marketing en a été un. Donc, non, c'était pas planifié par le marketing, mais c'était planifié de base, au final. Je je suis déjà, je prends ta question tout de suite après, Normand, je viens de voir ta main. Je suis déjà interpellé par quelque chose qu'on n'avait pas su là, malgré les petites fouilles archéologiques qu'on a fait sur OK. un engin qui s'appelle Google. Je ne sais pas si tu connais. Ah, ouais, Mais on n'avait ouais, pas ça me dit su. quelque chose. On n'avait pas su que tu étais une fille d'entrepreneur. J'aimerais que tu nous parles juste un peu plus de les genres de discussions de table de cuisine, les discussions de corridor peut-être que tu as eu avec ton père, puis qui fait partie, là, visiblement, de ton cheminement dans découvrir que c'était vraiment ça, que c'était la flamme que tu portais en toi. Ben, moi, je dirais, mon père, ça a été bâti, de bâtir quelque chose. C'est un bâtisseur. Fait que c'est quelqu'un de super créatif aussi. Puis lui, il voyait pas les affaires autrement. Fait que les conversations, c'est de partir d'une idée, tout est possible. Puis, ben, il faut bien s'entourer pour la réaliser. Puis, vas-y, fonce. Fait que c'est toutes les espèces de petites barrières qu'on peut se mettre. OK, ben ça fonctionnera pas. J'ai pas nécessairement la clientèle cible. Ah, ben là, dans telle organisation, il va falloir que je passe mon point. Tout ça, il s'enlevait complètement tout ça, puis tu regardes, ben, tu vas être maître de ton propre destin. Tu as une idée, tu bâtis, puis tu l'amènes à bon port. Fait que ça a pas mal toujours été ça. Mais par contre, fais attention, Elisabeth, faut que tu sois bien entouré. Il n'y a rien qui se fait pas sans ton équipe. Entoure-toi. Puis mon père était il est encore vivant. Il est à la retraite, il a vendu son entreprise, mais il était très, très conscient de ses faiblesses, de ses lacunes. Vraiment. Puis il y en avait des très clairs. Tout le volet finance, c'était pas son truc, il est allé chercher les meilleurs autour de lui. Fait que moi, je les ai vus, puis ça faisait les soupers avec sa comptable, avec. Fait que moi, je suis vraiment entourée encore. Ça reste des amis de la famille, hein, ces gens-là, Mhm. puis à quel point ils ont modulé l'entreprise, puis que chaque employé qui avait un, puis lui, où ça a été une relève aussi entrepreneuriale interne qu'a fait mon papa. Avec lui, OK. il a vendu à des Américains en premier lieu, puis quand il a vendu, c'était pas à son goût. Il a racheté pour après ça le revendre à sa relève interne, juste pour vous dire à quel point il a perdu plein d'argent là-dedans, mais il était têtu dans sa vision, son idée. Puis finalement, ben, c'est parce que sa relève n'était pas prête à ce moment-là. Puis lui, ben, il voulait vendre plus rapidement, mais il a vu que c'était pas selon sa vision. Il n'était pas content de où ça s'en allait. Il faisait encore partie de la business aussi, mais là, ça a été repris à la relève. Il a fallu qu'il reste 5 ans de plus, mais il s'est dit, ça va être à mon goût. Fait que c'est ça, l'espèce, j'ai une idée, elle ne se fait pas tout seul, donc on travaille fort. Moi, j'ai été élevée aussi, c'est sûr, dans travailler. Travailler, pas de recette miracle, c'est de comprendre, de se relever les manches, d'être avec les gens, de mettre les efforts nécessaires et puis d'y arriver, mais de ne pas s'en faire juste des obstacles. Fait que moi, Mhm. c'était ça, les conversations que j'avais peu parce que je voyais moins mon père quand même parce il était beaucoup dans le travail, mais quand il était là, il y avait cette énergie-là de l'entrepreneur. Jamais il se plaignait, jamais, jamais. Il était tout le temps très excité de ce qui se passait dans son entreprise. Normand, je te laisse te lancer. Oui, ben écoute, c'est un peu dans la même veine. Tu sembles avoir baigné dans un environnement qui t'a plu, en tout cas, qui t'a Ouais. éveillé à toutes sortes de choses au niveau business, que ce soit le langage, l'attitude ou autre. Je sais pas, est-ce que tu as des frères et sœurs? Et si oui, est-ce que ça a eu le même impact chez eux? Ben oui, on est toutes là-dedans. J'ai une sœur, elle aussi, ben, elle a fait plusieurs organisations. C'est certain, on a toutes pris un chemin. On aurait pu prendre la relève hein, de notre papa, mais on voulait pas, on avait l'appel de la ville, hein, on voulait pas rester à Joliette. Qu'est-ce que tu veux? Fait que rapidement, ben là, on voulait aller dans les centres urbains, on voulait partir à l'aventure. Donc, et le domaine de l'orthèse-prothèse était moins quelque chose qui nous plaisait. Puis quand on est jeune, mais ça aurait été simple de se dire, on prend ça, on remet. Peut-être pas tant que le papa en place, mais ça aurait été chouette. T'sais. Fait que mon père a fait ce deuil-là, puis c'est bien correct, il le fait quand même rapidement. Mais ma sœur, maintenant, elle a fait elle est ergothérapeute et puis elle a été travailler pour des grandes compagnies d'assurance. Puis elle s'est dit, ah non, là, moi, ça avance pas assez vite, je veux le faire à ma façon. Donc là, elle est à son compte ergo. Puis maintenant, elle est à son compte, mais elle travaille pour plusieurs assureurs, plusieurs entreprises, puis elle a fait sa propre recette. Donc, elle est travailleur autonome, puis elle est en train d'embaucher des gens, puis de faire sa propre business aussi. Fait que je pense, il y a des familles où c'est pas comme ça. Je pense que chaque individu est différent. Mais je Ouais. pense qu'on est vraiment des têtes de cochon. Je pense que c'est ça aussi. On n'est vraiment pas gérable. Ça, c'est la première affaire. On a toujours été comme ça. Je veux faire telle idée, puis ça a été ça avec mes parents. Je veux faire du ski, je veux faire de la guitare électrique, je veux faire tel. OK, ben tu vas pouvoir le faire, mais quand tu le fais, fais-le bien, il faut que tu sois la meilleure. Ça a toujours Mhm. été ça.
puis fonce. Fait que, mais vas-y, il y a eu jamais de non, il y a eu rien d'impossible, on a tout essayé, mais il fallait le faire très bien, par exemple. Ce qui est pas, on va retravailler ça avec nos enfants maintenant, là, mais ça fait qu'on est une famille comme ça, là. On est tout en toute tête dessus, on fait toutes nos affaires à notre façon. Puis je pense que c'est ça que ça nous a inculqué, là. Ça a du bon, ça a du moins bon, mais on est comme ça. On espère que tu gardes le meilleur de tout ça. Fait que si on regarde Ouais. un peu le parcours de Ouais. ta carrière professionnelle, donc, tu as des années où tu es vraiment une spécialiste. Éventuellement, tu accèdes à des postes de gestion. Puis éventuellement, tu deviens repreneur ou entrepreneur, à toi de nous le définir. Mhm. Comment as-tu vécu ces différents passages-là là, au fil des dernières 20 ans à peu près? Hmm. Moi, je te dirais que je n'ai pas encore fait le passage. C'est vraiment difficile. C'est un combat continu, puis je le vois avec ma gang aussi, hein, parce que moi, je me suis toujours définie, puis je pense que c'est ça peut-être le petit élément qui m'a éloignée peut-être de l'entrepreneuriat au départ, parce que je voulais aller très creux dans l'expertise, je voulais maîtriser, je voulais aller dans le détail, ce qui faisait que c'est dur après ça de gérer une business parce que tu es vraiment dans le détail de ton expertise, et puis je voulais bâtir ma confiance. Fait qu'en début de carrière, je pense que c'est une bonne affaire. Je voulais bâtir je veux être l'experte de. Puis quand je tiens un peu à la même façon, tu vas faire du ski, tu vas être la meilleure. Fait que là, on veut être experte en numérique, on va être la meilleure. Fait que là, les cours, on lit, on y va, on fonce. Fait que, puis puis je suis très compétitive comme personne. Ça aussi, c'est pas en mode en 2024 d'être compétitif, mais moi, je l'étais, j'ai toujours été là-dedans dans les sports. Fait que on est comme drivé par ça. Fait que ça a été ça. Fait que petit à petit, oui, l'expertise, mais j'en garde encore un bout. Puis c'est encore un grand défaut de gestion pour moi. C'est encore une lacune. J'ai de la misère à m'enlever ce petit bout-là, exemple-là, pour l'intelligence artificielle, ben moi, ça me passionne, puis je veux pas le faire en surface. Fait que là, c'est les formations, les cours, je vais être dans les plateformes, les interfaces, mais j'ai quand même une business à gérer. OK? Fait que j'étais encore un peu là-dedans, mais j'ai beaucoup d'énergie, fait qu'au moins, ça m'aide à me documenter et tout. Mais je gagnerais, puis j'y vais avec toute humilité, à quand même trouver une façon d'aller trouver le juste milieu, ne serait-ce que pour économiser mon énergie. Fait que je suis là-dedans, mais en même temps, pour moi, tout ce qui est IA, c'est tellement, on en parlera tantôt, là, mais c'est tellement transformateur pour une entreprise que d'aller en surface là-dedans, je ne sais pas, même pour ma business à moi. Fait que c'est un combat continuel. J'ai pas trouvé la recette encore. Je suis moins hands-on que je l'étais, mais je trouve comme dans le service pour accompagner nos clients, j'ai de la misère à juste aller luncher pour lunch. On dirait que je me donne toujours la mission d'arriver quand même avec une dose d'expertise importante, vraiment pas aussi pointue que ma gang, mais je me sens quand même le devoir d'avoir une spécialisation dans ce que l'on vend, un minimum. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si je réponds à la question, là, Oui, mais oui, tout à fait. Fait que dans le fond, si je redis en une phrase ce que je pense avoir ouais, entendu, c'est que tu as de ben la oui, misère à quitter l'experte ouais. et à chausser les bottines de la stratège, si on veut, visionnaire, ou en tout cas, tu sais, qui va être plus à 30 000 pieds d'altitude. Est-ce que ce serait un peu la façon de le Ouais, définir? oui, oui. Ben, tout à fait, oui, en toute humilité. Je pense le volet stratégique, ça, je pense que je l'ai depuis longtemps, c'est de me dire, ben, comment je fais des liens. Pour moi, c'est de faire des choix aussi, de prioriser pour l'entreprise, comment on fait des liens, comment on va dans la vision. Ça, je pense que c'est très bon. Mais comment mon processus pour nourrir ma vision, il est encore vraiment dans le détail. Je pense que c'est plus ça. Je suis capable d'y arriver, mais la route est assez intense avant que je me fasse confiance de me dire, OK, c'est là qu'on s'en va, puis faut que je dois maîtriser quand même bien le détail. Je demande à ma gang beaucoup de data encore, je demande de l'analyse, je veux être encore dans les chiffres. Je suis pas encore au dernier KPI, je veux quand même, tu sais, je veux encore un petit peu plus de profondeur dans le KPI. Fait que c'est ça, c'est de faire peut-être un peu plus confiance, de me faire confiance, de m'élever pour arriver à me dégager du temps pour être encore plus dans la vision, là, quand tu dis très, très, très haut niveau, Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'était quoi les autres grands défis, disons, de passer là, à partir de 2021, là? Donc, tout d'un coup, voilà, boum, tu es rendu la CEO de l'organisation, tu es maintenant actionnaire de l'organisation. C'est vraiment une coupure quand même assez franche dans un parcours. C'est quoi le grand défi ou les quelques grands défis qui sont venus avec pour toi en tant que tel? Ben moi, ça faisait quand même 8 ans que j'étais dans l'organisation. Fait que je la voyais
autrement. Puis puis l'organisation, quand j'ai rejoint la belle business qu'on a à Adviso, moi, j'arrivais de la SAQ, hein. J'ai été dans le parcours, j'ai été près de 5 ans chez le client. Là, je suis dans le service, mais j'ai fait quand même cette interruption-là qui a été très transformatrice pour moi, là, de se dire, bon, on est dans la grande organisation, on est loin d'être entrepreneur. Mais j'étais sur un projet qui est SAQ Inspire. Donc, de lancer le business case et lancer ce gros projet-là, qui est vraiment un des grands projets qu'on peut avoir dans la connaissance client. Fait que là, j'avais les mains dans l'expertise, mais je gérais mes équipes. Donc, j'avais déjà fait une transition quand même pas nécessairement évidente et j'avais choisi vraiment de revenir dans la consultation et chez Adviso, parce que c'est un retour pour moi chez Adviso. J'étais là en 2004-2005. J'étais là 8 mois et là, je suis revenue vraiment à temps plein. Et pourquoi j'avais choisi cette entreprise-là? C'était de retourner dans l'agilité, de retourner dans différentes verticales. Puis c'était pour le potentiel. Moi, j'achetais le potentiel de ce business-là. Vraiment. Je me dis, c'est de l'expertise fine. Puis je me suis dit, si on avec l'expérience que j'avais vécue à l'externe, si on y ajoute vraiment un volet plus stratégique, si on communique mieux nos messages. J'avais une liste d'affaires que j'avais le goût de réaliser il y a 8 ans. Puis, je les ai gardées quand même parce que les dirigeants en place avaient une très belle vision. J'ai laissé quand même travailler leur vision aussi. Puis, je faisais attention, j'amenais des petites évolutions à gauche, à droite, de façon respectueuse et saine. Mais quand je me suis dit, OK, quand je vais être vraiment hands-on là-dessus, là, puis que je vais pouvoir vraiment amener la vision à bon port, là, je vais vraiment me gâter. Fait que ça faisait longtemps que j'avais le goût de le faire. On est allé en grand respect puis dans une continuité, ça, c'est important. Mais je suis très contente de ce qu'on a pu réaliser dans les 3 dernières années. Il y a encore plein de défis. Je pense que c'est là qu'on s'en allait dans la question parce que je pensais que ça se ferait beaucoup plus rapidement. Fait que, mais ça ne se fait pas toute seule et c'est cette année parce que les 2 premières années, j'étais comme, OK, là, j'ai rassemblé l'énergie. C'est l'énergie de l'entrepreneur de dire, enfin, là, on y va, on est une équipe, on est une relève parce que j'étais pas toute seule non plus dans une relève. J'étais la première, mais on a amené des gens. Donc, cette énergie-là était très grisante. Mais après 2 ans, c'est un peu soufflant. Tu sais, suite à la pandémie, fait que là, on vit, là, OK, notre next step, en fait, là, comment faut qu'on rassemble l'ensemble des gens, ça peut plus être sur mes épaules. Là, je le comprends si on veut faire l'extra mile, si on veut vraiment la livrer au complet, cette vision-là à plus long terme, il faut que je trouve une façon d'être un petit peu moins seule dans l'équation. Ça, c'est le défi qui me reste encore actuellement. Normand? Oui, écoute, cette vision-là que tu avais, puis de devenir plus agile, puis de revenir dans l'organisation, est-ce que déjà à cette époque-là, tu avais la vision de vouloir devenir actionnaire et d'en prendre la direction? Ou donc tu as pris les actions pour te positionner ainsi, ou c'est les gens qui sont dit hey, écoute, Elisabeth, t'as jamais pensé, on aurait besoin de toi. D'où c'est venu, comment ça s'est passé? C'était vraiment pas planifié. Puis encore là, je pense que je suis quelqu'un qui je suis dans l'instinct, dans l'action. Je suis pas dans la grande planification de mes milestones de carrière. Je me suis quand même laissée porter pas mal avec les opportunités. On m'a toujours appelé. J'ai toujours eu des défis. Je suis vraiment extrêmement chanceuse. Là. On m'a donné des défis bien tough, bien stressants, mais moi, c'est des cadeaux pour moi. Là. C'était incroyable la confiance que j'ai eue. Donc, ça a été la même chose avec Adviso. On m'a fait confiance. Je suis arrivée là en me disant animée par le potentiel de ce que l'entreprise pourrait devenir parce que j'ai vu plein de choses. Je me suis dit, wow, si on ajoute ces belles choses, ces belles améliorations-là dans cette entreprise-là. Après ça, est-ce que j'avais besoin de l'idée pour y arriver? Pas nécessairement. Alors, je me suis dit, je vais y aller en influence. Puis encore là, basé sur ce que mon père m'a toujours dit, arrête de parler fait. Moi, je suis dans l'action. Je suis dans le, tu sais, de toujours dire, on s'en va là, on fait ça. On le fait, on le réalise, on enlève les barrières. Donc, je suis arrivée à faire des changements, des petits changements à petite échelle pour l'entreprise, aider les clients, ramener des nouveaux clients, amener des résultats, demander quelques KPI. Fait que ça a été ça. Ça a été aussi de travailler dans toutes les sphères de l'organisation. Il y a des gens qui se disent, ah ben moi, je touche pas à ça. Moi, je fais pas ça. Je veux pas être dans les opérations. Ben moi, j'ai fait au début, puis ça, je pense que c'est un classique, là, avant, comme cheminement, des fois, de CEO dans une entreprise. Je suis arrivée aux ventes et au marketing. Après ça, j'ai été au service client. Après ça, j'ai géré l'ensemble des expertises. Après ça, j'ai eu les opérations.
Puis après ça, ben là, on m'a confié le volet de CEO. Fait que je pense que c'est d'avoir une vue transversale des différents leviers de l'entreprise, bien les comprendre. Il me manquait HR puis finance, puis c'était ça que je trouvais vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, ah ben là, encore là, je me suis documentée. Je me suis, j'ai fait j'ai travaillé quand même pas mal d'expertise puis des formations pour bien comprendre ces domaines-là. Puis quand j'ai été prête, bien là, ça a été mis de l'avant, mais c'était pas planifié, c'était très naïf, mon truc. Mais par contre, une chose, je le voyais très rapidement, je travaillais très fort, puis je me disais là, à un moment donné, il va falloir trouver une façon de rémunérer ça ou que je puisse être vraiment, que j'ai un impact grand, mais que j'en ai quand même, que j'ai un bon retour sur mes investissements personnels là-dedans. Donc, petit à petit, là, les discussions ont commencé. Puis, les deux cofondateurs étaient super transparents sur leur désir de relève. Donc, moi, je me suis dit, ben, quelle belle occasion, parce que dans chaque métier que j'avais fait, il y avait toujours un petit quelque chose que je me disais, ah, puis moi, j'ai 2 enfants hein, aussi, fait que comment je peux tout conjuguer ça? Je dis, ben là, tu as une belle place, une entreprise d'ici, qui ont confiance en toi. Pourquoi que tu le ferais pas, le job que tu as le goût d'avoir pour le reste de ta vie, en fait? Fait que je me suis dit que c'était possible dans cette organisation-là. Je pense que c'est clair, tu nous l'as dit, mais que tu es quelqu'un de très compétitif. Oui. Il y a un grand thème aussi qui revient. Quand tu veux ne pas être seul, d'être bien entouré, d'avoir une équipe qui est forte, etc. Puis le parallèle que je veux faire en te disant ça, c'est un peu toute la suite à la COVID, là, le télétravail, les gens, écoute, à un moment donné, il commence à avoir deux écoles de pensée. Hein. Tu es présent sur les lieux du travail, tu t'investis, ou tu restes chez toi puis tu travailles. Comment tu vois ça, toi, le télétravail puis l'implication, justement, la compétitivité? Tu as dit tout à l'heure, je suis pas certain que les gens sont aussi compétitifs qu'avant. Euh, Comment tu vois ça, ce vouloir-là, ce désir-là? Comment ça transpire là, chez la jeune relève, on va l'appeler comme ça, là, mais il y a des talents exceptionnels là, qui, je sais pas, on dirait des fois qu'ils sont en train de se limiter. Oui, puis moi, je dirais avec beaucoup d'humilité là-dedans parce que moi, j'apprends. Moi, c'est moi qui ai une remise en question actuellement. Je dirais comme CEO, comme gestionnaire, comme femme, comme carriériste. Et puis je pense qu'on est dans cette grande remise en question-là. Pourquoi est-ce que c'est pas eux qui auraient raison d'une certaine façon? Je pense qu'on est en train de, puis la pandémie nous l'a enseigné, on est en train de revenir à un équilibre de vie qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais vu, que moi, j'ai jamais eu. OK? Moi, j'ai pas connu autre chose. C'est certain, je suis rentrée dans le marché du travail. Moi, on me disait, ben, livre ton projet, je te donne tant de millions pour tel projet. Si tu le livres pas bien, puis tu sais, tu fais ce que tu veux, vas-y. Puis si tu le livres pas bien, j'ai 15 personnes qui veulent ta job. Moi, ça a été ça, mais pour moi, ça a été, il y a un feu d'artifice en arrière, ça a été Ben oui. formateur. Aucune idée Je sais qu'est-ce qui a pas fait c'est ça. quoi. C'est Apple qui fait ça pour moi. Donc, moi, je suis là-dedans et je n'ai que vu ça. Mais qui suis-je pour juger de ça d'une certaine façon? Et ça n'a pas eu juste du bon non plus dans ma carrière puis dans ce que je vis. Je pense on est à un retour où il y a moins cette compétitivité-là parce que sur le marché, il y a plus d'emplois. Fait que ça, c'est normal. On n'est pas dans le même contexte. Puis, nos jeunes, ils cherchent autre chose. Ils cherchent de l'équilibre. Et le télétravail leur a permis de l'avoir. Je pense qu'on ne peut pas leur demander ce qu'on se demande là. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est que le monde des affaires, lui, n'a pas changé. Alors, la pression sur les résultats, la pression sur les coûts, hein, parce que les coûts augmentent, la pression sur la qualité de nos prestations auprès de nos clients, elle demeure. Donc, la grande dualité pour la gestionnaire que je suis, c'est de devoir livrer ces résultats-là tout en faisant attention à ma gang puis en leur promettant une qualité de vie. C'est pour l'instant, malheureusement, pas évident, des fois incompatible. J'essaie de protéger ça avec la gang, mais ce que ça fait, c'est que c'est moi qui écope ou mon middle management ou mon équipe. On est là-dedans. Fait que comment m'assurer de la relève ou du middle management, pouvoir leur offrir cette qualité-là, tout en faisant de la croissance. Si on parle dans le trend des affaires actuellement, on parle quand même de décroissance volontaire. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va pour avoir une certaine qualité de vie pour nos jeunes?
Mais est-ce que nos business vont rester en vie? Est-ce qu'on a un monde des affaires qui accueille ça? Est-ce que la décroissance égale éventuellement une faillite, égale la mort des entreprises? Fait que c'est beaucoup, beaucoup de points d'interrogation qu'on vit actuellement dans notre domaine. Mais une chose que je sais, c'est que je peux pas changer les jeunes. On peut pas changer notre génération. On doit faire avec. Aussitôt qu'on se confronte puis qu'on essaie de les puis là, je généralise parce qu'il y a différents profils là-dedans, mais qu'on essaie de les amener dans notre ancienne école, ça fonctionne pas. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas des bons résultats. Fait que c'est à moi à m'adapter, c'est à l'organisation à s'adapter. Mais le monde des affaires, lui, est pas prêt à ça. C'est ça qui est tough. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond à la question, mais j'allais te relancer avec qu'est-ce que Ouais. ça prend au monde des affaires pour s'adapter ou changer sa vision par rapport à cette. C'est un mouvement que tu es en train de décrire, là, finalement. C'est une tendance. Là. Oui, c'est une tendance. Moi, c'est sûr que ma moyenne d'âge au travail, elle est quand même plus faible que certaines organisations. C'est bien certain. Je pense que dans le monde des affaires, c'est qu'on a des gens aussi d'anciennes générations encore à la tête. C'est la même chose pour nos gouvernements. On vit des transformations de société, mais on a des gens qui sont sur le bord aussi de la retraite puis qui se disent: hey, pourquoi je changerais ça, là? Moi, il me reste, puis là, je caricaturise, puis on regardera on voit si on conserve ça au montage, mais j'entends beaucoup ça. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Les gens sont quand même, moi, là, dans 3-4 ans, c'est pas moi qui va, tu sais, je m'en vais. Fait que c'est pas moi qui va prendre là, encore des gros chantiers de transformation. Là, je suis sur le bord de, tu sais, c'est du temps, puis là, il faut qu'on livre de la valeur pour les actionnaires à court terme, là. Fait qu'il y a ça encore dans le monde des affaires qui n'est pas nécessairement transformé, mais je pense qu'on devra s'adapter globalement, puis c'est les consommateurs qui doivent changer. Si on veut que le monde des affaires change, ben on a une population à conscientiser aussi. C'est une société de Oui, consommation qu'on doit transformer avant tout. Je pense que là, oui. ben, avec tout ce qu'on vit, avec les transformations, ben, pas transformation, mais tout le volet des changements climatiques et tout, on est à ce turning point-là où notre consommation devra changer. Donc, de facto, les entreprises devront s'adapter. Puis, by the way, tout ça va faire en sorte que notre génération plus jeune sur le marché du travail va avoir une meilleure qualité de vie. Puis, notre relation au travail va être différente. Surtout avec l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est une autre porte de sortie qu'on pourra utiliser pour s'aider là-dedans. Je trouve ça intéressant tout ce que tu dis. Tu disais tantôt, Elisabeth, tu as dit une phrase autour de plus j'ai de défis, amenez-moi-en, parce que pour moi, c'est comme recevoir des cadeaux. Puis là, dans le dernier petit 3-4 minutes avec Normand, tu nous as lancé morceau par morceau un paquet de défis Ouais, que vous vivez. Puis je pense que tout ouais, entrepreneur qui écoute le ouais, podcast le vit. Donc, en ouais, gros, des ressources moins disponibles, des ressources qui ont des vies de famille, puis qui ont ouais, qui désirent travailler moins que, ouais, disons, il y a 20 ans de ouais, ça. ouais. En même temps, des devoirs de performer puis de causer des résultats d'affaires, une hausse des coûts. Fait que tu manques pas de défis, donc tu manques pas de cadeaux. La vie t'a vraiment choisi. Oui. Je te dirais que là, j'en prendrai un peu moins, là. Au début, ça a été bon pour me former, mais là, si je suis là pour le long run, là, je prendrai un petit break, je dirais quand même. De certains défis. On a eu une belle année bien remplie de défis, là. Ouais. Fait que comment alors je fais un segment avec ça. Tu viens de Ouais. dire que l'intelligence artificielle peut venir aider. Ouais. De quelle manière elle vient t'aider là, à développer tous ces beaux cadeaux-là que la vie t'a donnés? Mmh. Ben, moi, j'y crois beaucoup, tu sais, puis je me suis beaucoup documentée aussi sur ça existe depuis 1943, là, fait que c'est pas nouveau, l'intelligence artificielle, on s'entend. Là, ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est l'IA générative. Et pourquoi c'est si important, si nouveau, si intéressant, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'être un développeur, d'être quelqu'un de très technique pour pouvoir l'utiliser. Fait que c'est ça qui va être transformateur dans les organisations. L'IA globale l'a été pour optimiser des processus, pour faire du prédictif. Fait qu'il y a eu plein, plein d'éléments côté analytique, des belles avancées qu'on a eues, mais dans un vase clos. Là, maintenant, c'est dans les mains de tout le monde. Fait que ça transforme l'ensemble des organisations. On parle de technologie générale comme l'électricité. Quand l'électricité est apparue, on a eu un grand, grand changement dans la société. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle générative. Fait qu'on va voir cette grande transformation. On parle d'une deuxième révolution industrielle. OK? Hmm. Donc, on est vraiment là. Moi, j'y crois énormément. Je pense que ça peut être si bien utilisé
parce qu'on est au turning point aussi. On s'est lancé tête baissée là-dedans, sans gouvernance, sans vraiment de législation, le gouvernement un peu absent par rapport à cette technologie-là. Si on l'utilise bien, ça peut faire des merveilles. Je pense que si on regarde l'ensemble des grandes problématiques humaines, tant au niveau de la santé, au niveau des guerres, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, au niveau de la famine dans le monde, il y a des belles réponses dans l'intelligence artificielle, selon moi. Fait que moi, je suis encore très positive et très optimiste, techno-optimiste par rapport à tout ça. Puis pour les organisations, bien, on a une problématique sur le marché du travail où on est plus en mode à travailler sur les tâches versus les qualités, versus les intérêts, versus les skills, j'ai la misère en français, les aptitudes, les compétences de nos gens. Là, on travaille en, OK, tu dois exécuter cette tâche-là. On répond à des commandes. Mais maintenant, on devra être excellent à formuler des commandes pour que nos robots, l'intelligence artificielle, puissent les exécuter. Alors, ce changement de paradigme-là pour nos jeunes, de leur laisser du temps de réflexion, de leur laisser du temps pour générer de la valeur versus exécuter des tâches répétitives, moi, je vois quelque chose de très, très intéressant pour allier justement l'importance, le désir de performance pour la CEO que je suis et pour mon entreprise, puis en même temps nourrir l'espèce de désir d'équilibre, le désir de réfléchir, le désir d'avoir un recul, d'avoir un purpose dans son boulot. Fait que moi, je vois quelque chose d'extrêmement positif là-dedans. Nous, on le fait à petite échelle. On n'a pas la prétention. Toutes les entreprises sont en train de tester, là. On est en test pilote sur certaines tâches et je le vois vraiment bien quand on enlève des tâches classées, analysées, toutes les tâches répétitives qui sont transversales dans une organisation et qu'on commence à utiliser l'intelligence artificielle générative pour celles-là. Je vois déjà des gains que je fais avec mes équipes. Fait que oui, je pense qu'il y en a des solutions si on utilise, moi j'aime beaucoup la technologie, fait que si on utilise les bonnes technologies avec la bonne gouvernance en place, moi je pense qu'il y a des belles réponses là-dedans, pas juste dans le travail, mais même pour la société. Mais je mets pas mes lunettes roses, je sais qu'il y a plein de biais là-dedans, il y a des impacts sociaux, des impacts environnementaux, donc on doit être très, 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 très vigilant à ce niveau-là, mais si on l'utilise bien, c'est fou tout ce qu'on va pouvoir faire. Fait que donc, tu nommes vraiment, j'ai aimé ça, comment tu comparais ça à l'électricité, tu sais, comme si tout d'un coup, on ne marche plus à chandelle, on peut marcher à l'électrique. C'est aussi grand que ça dans ta vision, ce que l'intelligence artificielle générative peut amener à tout point de vue, mais notamment dans la business. Puis le deuxième point que tu amènes, c'est la gouvernance à travers de ça. Qu'est-ce que c'est la gouvernance que ça prend en 2024 avec tous ces changements-là dont on parle, puis tous ces défis-là? Quel va être le genre de gouvernance qui va permettre à Adviso de se démarquer, par exemple? Bien, la gouvernance, pour moi, tu sais, c'est toujours un terme qu'on associe avec des grandes corporations, qu'on associe des fois avec des processus, voire peut-être le côté négatif de ça avec un peu de lourdeur qui enlèverait un peu d'agilité. Moi, au contraire, je pense que c'est une façon d'avoir un focus. Pour moi, une gouvernance, c'est tant un plan d'affaires, c'est tant un focus, une vision qui fait que quand on veut rallier nos gens, on s'en va dans le même sens et ça protège pour moi les valeurs et la vision de l'organisation. La gouvernance, c'est la boussole pour prendre des décisions éclairées, faire une belle gestion de risque et puis s'assurer que les décisions sont prises de façon conforme à nos valeurs. OK? Parce que nos valeurs, c'est vraiment ce qui va nous définir comme organisation, tant dans notre empreinte sociale, notre empreinte citoyenne. C'est hyper important pour moi. Donc, et à travers la donnée, parce que la gouvernance aussi, avec l'intelligence artificielle, ben, on doit s'assurer d'avoir une bonne gouvernance de données. Tout le volet cybersécurité va être super important. Avec l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a des biais. On voit et qui défont tous nos efforts de DEI, hein. C'est ça qui est plate, si on met des belles politiques en place globales dans les organisations, ESG, DEI, puis on vient mettre l'intelligence artificielle, si on l'utilise mal, ben on peut vraiment sacrifier tout ce qu'on a mis en place pour avoir une belle diversité dans notre discours, dans nos valeurs, et même chose pour l'aspect environnemental. Donc, c'est très, très important. Puis la gouvernance aussi, je pense que ça ramène tout le monde ensemble, effectivement, pour la boussole des décisions. Tant d'affaires qu'employés, nos valeurs, comment on traite nos employés, comment on s'inscrit dans quelque chose de plus grand, ça va être super important pour vraiment être aligné. Et aussi, tout le volet mission d'entreprise, vision d'entreprise, toute la promesse de nos produits, de nos services va être extrêmement importante parce que c'est là-dessus qu'on va focusser comme élément différenciateur versus nos opérations parce que la plupart vont être automatisées.
Alors, on Hmm. doit revenir à notre core, on doit revenir à l'élément différenciateur. Et ça, pour moi, ça fait partie d'une gouvernance. Tu as nommé plusieurs choses. Tu sais, tu parles de gouvernance, tu as parlé Ouais. de la boussole des décisions, tu as parlé de mission, tu as parlé de valeur. Donc, je pense que le mot peut-être qui rassemble un peu tout ça serait la culture de l'entreprise. Euh, Est-ce qu'avec le changement justement dans l'actionnariat, puis le changement de garde, là, si on veut, Ouais. est-ce que vous avez entrepris justement en même temps de revoir tout ça pour vous-même à l'interne? C'est vraiment une belle question. Moi, c'était important, puis les deux cofondateurs ont voulu que je sois CEO de l'entreprise parce que je représentais à leurs yeux les valeurs dans le quotidien. Ça faisait quelques années qu'ils m'observaient. Et puis, bon, c'était ça le choix qu'ils ont fait. Je pense que je le méritais. Je pense que j'étais bien capable de le faire aussi. Je pense que oui. Fait qu'il y avait ça là-dedans. Mais en même temps, ils se sont dit, OK, elle va aller. C'est pas un bulldozer parce que des fois, tu vas aller chercher un CEO, il arrive avec sa team, tu sais, il détruit les valeurs de l'entreprise. Là, je caricaturise beaucoup la chose, là, mais vous en avez vu Mhm. plusieurs quand même arriver. Puis des fois, c'est ce qui fait le succès de la business. Là. Fait que moi, je vois des belles affaires là-dedans, mais c'était pas leur souhait. Parce qu'eux, ils se sont dit, on ne vendra pas à un grand groupe et on va garder une relève parce qu'on veut une business d'ici et qui va être dans la continuité de notre culture et nos valeurs. Donc, moi, j'ai été recrutée, disons, pour être la porteuse, être la personne qui va les faire évoluer, mais pas qui va les changer. OK? Ça, c'est très, très important. Puis moi, c'était clair pour moi, puis j'avais le goût de ça parce que j'y croyais. Puis sont encore très importantes, ces valeurs-là. Par contre, ce qui a changé, c'est que c'est des valeurs qu'on pouvait maîtriser de façon très claire étant hors chaos actuel. OK? Donc, nous, ça fait 20 ans qu'on existe. OK? Et puis, on est très spécialisé, on était spécialisé en numérique. Et puis, bon, jamais je peux dire que c'était facile de faire de la croissance. Ils ne voudraient pas m'entendre dire ça, mais de passer de doubler l'entreprise en 10 ans, puis après ça, de passer de 10 ans puis la doubler vers un 20 ans, c'est une autre game, là, OK, en termes de top line, là. Fait que moi, la mission que j'avais, c'était tu arrives et dans les 5 prochaines années, on veut que tu doubles le top line de la business. Et il faut quand même que ta profitabilité soit au rendez-vous. À la même. Donc, ça, c'est un défi, OK? C'est un défi qui est peut-être moins compatible de nos jours avec les valeurs de l'organisation, OK? Parce que pour y arriver dans le monde compétitif qu'on a, dans le chaos qu'on a, dans la pandémie qu'on a eue, dans la crise économique, dans le fait que l'expertise dans laquelle on s'est spécialisé, elle est maintenant chez mes clients. J'ai des clients aussi, des fois experts. Alors, je dois doubler d'efforts. On doit être encore plus experts qu'eux s'ils veulent nous payer à la consultation. Vous le vivez, là. Alors, vos clients, ils savent c'est quoi le volet financier, ils lisent la littératie. On est pas mal plus allumés qu'on l'était, je pense, en tout cas, qu'avant, côté Tout à fait. littératie financière, ben, c'est la même chose dans notre domaine, puis c'est super parce que là, on élève le niveau des entreprises québécoises à un autre niveau côté business puis numérique, mais c'est pas mal plus essoufflant. C'est essoufflant, ça, c'est certain. Alors, c'est là que ça devient moins compatible avec des valeurs qu'on avait qui étaient plus dans l'entraide. C'est encore dans l'entraide et tout. Dans le volet moins compétitif, c'était moins dans l'ADN d'avoir cet élément compétitif-là. On était plus collégial, je dirais. Puis quand on passe d'une business, d'une PME plus petite, disons de 30-40 personnes à 100 personnes, il y a quand même un changement qui s'opère hein, dans l'efficacité de ce que l'on fait, l'exigence du client. Donc, ça, c'est difficile pour moi. J'y crois encore à ces valeurs-là, mais d'amener les gens quand même, l'espèce de dichotomie entre faut quand même qu'on double le top line de la business tout en ayant une super qualité de vie, puis en brassant pas trop. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est en train de. J'ai pas mis le doigt dessus, mais c'est un challenge que j'ai, ce qui fait qu'on en prend beaucoup, beaucoup sur nos épaules. Puis on veut faire cette croissance-là, mais pas trop, mais il faut la faire, il faut faire attention à notre monde. Fait que je reviens encore à cette espèce de feeling-là, pas évident. Et c'est là que tu dois embarquer des gens dans le projet. Moi, c'est ça qu'on me dit. Je suis super bien entourée par des gens d'affaires de très grande expérience. Puis ils m'ont dit, ben Elisabeth, il faut que tu trouves une façon d'amener les gens dans ton projet. C'est super important. Des gens qui sont à l'aise peut-être de faire l'extra mile avec toi parce qu'ils croient au next step de la business aussi. Qui reste quand même en continuité dans les valeurs, mais dans lesquelles, oui, il y a un effort incommensurable à faire parce que le monde des affaires, il est tough. Il n'est pas évident, il est tough, la compétition est là et la pression à la consolidation.
des entreprises, elle est très forte. Quand on est une business d'ici qui a quelque chose de très enviable pour des grandes entreprises, des plus grands groupes, on la sent. On la sent, cette pression-là. Les gens veulent soit, ben, on va t'acheter ou trouve une façon de t'organiser là, parce qu'on va aller te mettre la pression. Hmm. Elle a la pression, on la vit. Elisabeth, tu as parlé que tu avais Ouais. une bonne partie de ta population qui sont plus jeunes, puis tu sais, qui ont des valeurs peut-être un peu différentes, ou en tout cas, tu sais, qu'il y a un certain clash générationnel, je présume. Tu mentionnes depuis tantôt, c'est l'importance d'avoir une espèce de projet dans lequel rallier les Ouais. troupes. On entend énormément que bon, ben, les gens maintenant ne travaillent plus vraiment pas juste pour un salaire ou même pour des conditions. Mhm. Faut avoir un projet plus grand que soi dans lequel on est Ouais. comme allumé à se lever le matin puis aller travailler. C'est quoi la vision plus grande que soi que vous avez tenté d'inculquer à vos troupes là, pour amener Aviso à garder toute cette belle équipe-là, puis à se mobiliser, puis à gagner? Parce qu'en quelque part, il y J'aime a ça. ça aussi. Tu sais, je Ouais. comprends qu'on est dans un monde où on veut plus être compétitif, ou en tout cas, c'est un mot qu'on tente de bannir. Puis d'un autre côté, ben, on aime encore ça gagner. Je pense qu'il n'y a pas un seul employé qui se lève le matin pour aller faire une job plate dans une entreprise qui perd tous ses mandats. Fait que comment tu composes avec tout ça? C'est quoi votre vision ou votre projet là, qui rallie les troupes? Ouais, ben moi je pense que c'est encore avec les valeurs qu'on a de l'organisation, elles demeurent encore. Ce qu'on a fait avec un 20 ans d'existence, on était très opérationnel, on l'est encore. Donc nous, c'est assez clair, on fait du marketing, on fait de la stratégie d'affaires pour soutenir la croissance des entreprises d'ici et dans le reste du Canada. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans cette perspective-là. Maintenant, puis on le fait pour avoir la meilleure performance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats d'affaires. C'est super important pour ma gang. Mais est-ce qu'on motive des jeunes avec ça? Est-ce qu'on motive tout le volet? Là, moi, je leur dis pas ça. Tu sais, je veux dire, leur dire, ben regarde, notre mission, là, puis notre plan, là, c'est de doubler le top line en 5 ans. Let's go, guys. Ils sont vraiment pas allumés avec ça. Moi, je le suis, mes actionnaires le sont, on est drivé par ça. Mais c'est le comment on va le faire ensemble, c'est ça qui est important. Et c'est ça, nous, un des chantiers qu'on a fait, on a retravaillé notre branding. L'année passée, on a sorti un nouveau branding de l'entreprise. On a gardé Aviso, on a gardé le nom, mais notre ancienne identité, c'était un Inukshuk. OK? Et ça, il y a 8 ans, quand je suis entrée dans l'entreprise, je me dis, moi, ça, là, il faut que ça change, c'est de l'appropriation culturelle. Moi, j'étais là-dedans. Dans l'image, mais c'est une business super profonde d'expertise, mais comment on se met en marché, comment on se présente, comment on livre la vision, ça, je trouvais qu'il y avait du boulot à faire. Fait que c'est pas encore parfait, mais ça, c'est un des chantiers qu'on a attaqué et on a retravaillé notre mission, notre vision dans la continuité. Alors, tu sais, on s'est dit, on va passer des experts numériques très pointus à des consultants, conseillers des affaires dans les organisations. OK? Donc, on est passé de la tactique, un peu trop, on en fait encore, mais notre objectif au final dans notre mission, la mission, c'est repérer et valoriser ce qui compte vraiment. Et là, on peut l'adapter à toutes les sauces. Si je vais avec l'expertise, c'est pour les dirigeants afin d'avoir une pérennité d'affaires des entreprises d'ici à plus long terme. Mhm. Qu'on est là-dedans, OK? Pour la croissance des entreprises, pour garder vraiment un Québec puis un Canada en vie. Au-delà de la parade, on a eu de la misère hein, avec notre transformation numérique. Plusieurs entreprises n'ont pas survécu. Mais là, on aimerait bien ça, pouvoir y arriver puis que ça devienne quelque chose de gagnant pour les organisations. Après ça, on peut aussi twister, repérer, valoriser ce qui compte vraiment pour notre société. Repérer, valoriser ce qui compte vraiment pour nos employés. Donc, c'est là qu'on met des programmes en place pour pouvoir les amener là-dedans. Donc, nous, tout le volet ESG, on est, puis là, je ne veux pas scoper, mais on travaille fort pour avoir la certification B Corp, comme plusieurs organisations. Donc, ça fait longtemps que depuis les fondateurs, ils ont toujours été impliqués dans un volet social bien important. Un bon chiffre d'affaires avec les 24 heures Tremblant a été investi à ce niveau-là. Donc, repérer et valoriser ce qui compte vraiment pour le monde des affaires, pour nos entrepreneurs d'ici. Avec 20 ans d'expérience, on se sent à l'aise maintenant d'aller plus dans le volet stratégique. Parce que tous les entrepreneurs, on le vit, j'en suis une aussi. On avait la loi 25, le volet économique, l'intelligence artificielle, le numérique, la disparition des cookies, beaucoup de complexité qu'on vit. Puis là, ben, le dirigeant, il se dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, nous autres, on se sent à l'aise maintenant avec les tendances, avec la donnée. On est une business de data. On va aller puiser dans de la donnée pour rassurer nos dirigeants, les aiguiller, repérer ce qui compte vraiment pour eux pour prendre des décisions. On veut donner un feeling d'apaisement avec les dirigeants.
Fait que ça, c'est vraiment la mission à plus haut niveau, puis la vision dans laquelle on se dirige pour les prochaines années. Et ça parle à nos gens. C'est un peu plus grand que soi. Puis après ça, on va le mesurer avec l'impact qu'on va avoir social global. Dans notre localité, on a plusieurs organismes. Fait que ça devient concret. Ma gang met la main à la pâte là-dedans. Après ça, avec les différentes entreprises, ben, on fait des hackathons aussi avec des business pour dire, ben, c'est quoi ton prochain step de croissance? On vient avec toi pour t'aider là-dedans. Comment on s'appuie sur la donnée? J'ai une équipe d'insight. Donc là, on est vraiment en train de bâtir sur le volet consultation aussi pour les dirigeants. Normand? Pas mal ça. T'avais-tu d'autres points par rapport à ça, Tristan? Parce que je veux l'amener sur un autre tableau complètement. Ben, OK. Fait que d'abord, oui, j'ai une question dans ton affirmation, Elisabeth. Fait que tu as dit quelque chose qui est assez clair et qui est pas mal répandu partout autour de les jeunes. En tout cas, ça leur tente zéro intérêt là, à dire on va doubler le chiffre d'affaires de la compagnie. Mais en revanche, tu as aussi dit qu'ils sont quand même intéressés à l'impact que vous allez créer. Est-ce que ça les allume de créer de l'impact chez un client, comme exemple? Tu sais, écoute, on double le chiffre d'affaires de SAQ Inspire, exemple. Ben oui, Prendre ça un les ancien- allume. Oui, ça les allume, vraiment, dans la mesure où ils savent où tout ça va mener, en fait, pour l'organisation, pour l'entreprise. Ça reste, c'est sûr que j'ai des gens, quand je dis on est ancré dans la donnée, nous autres, on aime s'appuyer sur de la donnée pour faire du conseil, de l'insight, mais on aime aussi s'appuyer sur de la donnée pour mesurer le progrès. Fait que peu importe la destination du progrès, moi, je pense qu'on est des gens de KPI, hein, donc de savoir d'où on part, de dire, ben écoute, on part de tel chiffre d'affaires, on parle de tel reach, on parle de tel taux d'engagement. Là, je parle des termes un petit peu plus tactiques dans ce qu'on fait dans le day-to-day. Partir de X à Y, puis de voir le progrès parcouru, ça allume les gens. Puis de pouvoir mesurer leur contribution là-dedans, de dire, OK, là, c'est concret. C'est ça qui est le fun de notre métier, c'est que c'est très concret, l'impact qu'on peut aller mesurer. Ça allume. De dire, puis de jouer avec ça. Parce qu'on est des gens de data, de levier. Ah, ben là, je pèse plus ce levier-là. La recette avec les leviers, la mathématique derrière, là, moi, j'ai une gang super allumée par ça et de trouver des moyens d'automatisation, des moyens innovants, faire de la R&D là-dessus, ils trippent. Là, ils se découvrent, ils ont l'impression, je pense que tout être humain, pour être heureux, a vraiment besoin de progresser. Fait que je pense qu'eux, ils progressent dans leur carrière, ils jouent, ils voient l'impact. Fait que ça, je pense que ça les allume bien dans les sondages que j'ai puis dans les discussions que j'ai avec eux et de dire que c'est eux. C'est pas nécessairement juste l'entreprise, c'est vraiment une contribution personnelle et en équipe. Des fois, tu sais, on soulève souvent les bons coups. Et par eux-mêmes, ils disent leurs bons coups. Là. Moi, je ne leur demande pas quel était ton impact d'affaires. On a un temps, la gang vient parler du bon coup, puis ils parlent vraiment du progrès qu'ils ont fait, puis ils mettent des chiffres dessus, puis ils sont bien fiers. All right. Je pense que ça les allume encore. Ouais. Normand, vas-y. Ben, écoute, moi, je veux te ramener un peu sur le tableau familial parce que clairement, tu parles d'être allumé. Je pense qu'on s'est rendu compte que très tôt dans votre vie, toi et ta sœur, en tout cas, vous avez été allumés. Vous avez vécu une espèce d'incubateur familial qui a fait en partie ce que vous êtes devenus aujourd'hui, des entrepreneurs. Tu nous as dit que t'as 2 enfants, je crois. Oui. Eux, est-ce qu'ils sont en ce moment dans cet incubateur familial-là? Est-ce qu'ils sont témoins d'avoir leur mère en affaires et d'être inspirés justement par ça? Comment tu vois ça? Moi, je dirais que non, pas tant. J'ai vraiment une bulle, un noyau familial très, très, très protégé, je dirais ça. Et je pense qu'ils ont ça quand même en dedans d'eux. Moi, j'ai un grand sportif, là, j'ai un joueur de hockey, il est compétitif. Je pense pas que j'aurais à en rajouter. On focus beaucoup sur eux. Très rarement, moi, je vais parler de moi quand même là-dedans, ou je vais abstraire, je dis, maman, là, une grosse présentation ce matin. Eux sont dans une école alternative où ils présentent des projets, où ils sont exposés oraux là, depuis qu'ils sont à maternelle. Là. Fait qu'ils sont là-dedans, mais avec une petite classe. Fait que là, ah oui, maman, puis là, t'es-tu préparée? Puis t'as-tu préparé tes questions? Puis fait qu'ils sont plus dans ça, mais tu sais, dans le souci de gestion d'employés. Ils ont 6 ans et 9 ans. Fait que je suis pas encore là-dedans avec eux.
Non, puis je pense volontairement, puis mon copain aussi, je pense que je le ménage un peu de ces affaires-là. Il est plus. Fait qu'on est dans la bulle. Le peu de temps que j'ai avec eux, je le prends vraiment pour avoir un focus sur eux. Mais je m'assure que des valeurs, plus de se faire confiance, donc le volet avoir confiance en soi, de pas s'enfarger dans les limites, ça, mais de connaître les nôtres, mais de pas s'en faire une propre prison. Pour moi, ça, c'est bien, bien important. Fait que c'est sûr que par le sport, moi, je vois quelque chose là-dedans. Puis ma fille aussi, là, les deux sont dans le sport. Puis on les suit, puis ils sont dans le tournoi, puis on se promène. Puis on est vraiment, moi, j'embarque là-dedans 100 000 à l'heure. Fait que c'est à travers eux que je vais pouvoir peut-être un petit peu plus inculquer des choses, je dirais, que moi, parler de mes... je suis vraiment pas là-dedans. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est intéressant ce que vous dites. Je suis pas là-dedans. Ça Ah, viendra mais quand tes enfants Pas grandiront. encore. C'est ça. Possiblement qu'ils vont me poser des questions, mais là, je suis pas dans ça. Moi, je vais t'amener sur le terrain de l'impact social. Tu as commencé à en parler un petit peu tantôt. Tu as touché que vous êtes impliqué notamment dans le 24 heures de ski Mont-Tremblant. Tu as parlé des ESG. Parle-nous un peu là, de c'est quoi l'empreinte sociale que collectivement vous tentez de laisser. Oui, ben ça a été, puis ça, c'est vraiment pas moi, hein. Je suis dans dans la continuité, je dirais, parce que les cofondateurs d'Adviso, c'est des gens qui ont vraiment des belles valeurs. Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint l'organisation aussi, puis que ça fait pas loin de 9 ans là, que je suis là. Je me suis dit, la valeur, puis le volet d'être authentique est extrêmement important. C'est des gens qui ont le cœur sur la main. Oui, ben, c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'affaires, mais c'est vraiment des gens qui ont redonné pour vrai. Fait que ça, j'adhère à ça à 100 Puis ça a commencé justement avec le 24 heures Tremblant. Maintenant, on a décidé de diversifier nos causes parce que pour être avec B Corp, ben, il faut toucher aux 3 lettres, il faut toucher au E, au S et au G. On était bien dans le S all-in avec le 24 heures. Puis moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là parce qu'on les a aidés effectivement avec des levées de fonds, mais on les a aidés avec notre expertise. C'est ça qui est important. Donc, comment faire une meilleure levée de fonds, un meilleur événement en utilisant nos services? Puis là, ben, c'est sûr que ça a été du pro bono dans notre cas. Donc, c'est là que comment notre expertise peut aussi aider une cause. Puis ça vient vraiment aider puis allumer mes équipes. Ici, bien, les gens ont du temps. Mon comité ESG, ben, c'est des employés. Donc, nous, on a un certain pourcentage que l'on met annuel en pro bono en termes d'expertise. On va faire des dons aussi, mais l'expertise est mise à profit avec différentes organisations. Fait que ça, on fait ça dans le day-to-day, puis les gens s'impliquent très concrètement. Fait que ça vient vraiment aider. Donc, on y va avec notre expertise. Puis moi, l'objectif, c'est de m'assurer qu'on fasse encore là, on est compétitif, qu'on fasse les meilleures levées de fonds, year over year, qu'on atteigne des objectifs plus élevés, que la cause ait une notoriété. Actuellement, moi, je suis sur l'océan de l'organisation Swap the World. Ce que c'est, en fait, c'est que pour les donneurs de cellules souches, on n'a que des Caucasiens dans la banque de donneurs avec Emma Québec. Et puis, ce que ça fait en sorte que les différentes ethnies peuvent pas, quand ils ont une leucémie ou un cancer, peuvent pas avoir des donneurs de cellules souches compatibles. Donc, malheureusement, ben, on n'en trouve pas, puis il y a un risque de mort quand même beaucoup plus élevé. Donc, avec notre métier, on a fait des campagnes qui ont fait en sorte qu'on a sauvé des vies dans les différentes communautés. Donc, pour moi, la valeur DEI qu'on travaille dans les organisations, elle devient bien concrète via notre expertise puis via des fondations comme ça. Fait que c'est ça qu'on fait depuis d'année en année, puis on va continuer à le faire avec différentes organisations. Très inspirant. Merci d'aider toutes ces causes-là. C'est vraiment intéressant à entendre. Elisabeth, on arrive vraiment tranquillement, puis pas tranquillement, pas vite, tranquillement vite à la fin de notre entretien. J'ai la question Back to the Future pour toi. Tu as vu le film, bien sûr, j'imagine. Oui, c'est loin, mais ouais, je l'ai vu et revu, je pense, là, une couple de fois, ouais. Fait qu'on saute dans une DeLorean, on fait un petit voyage dans le temps, on se dépose 5 ans dans le futur. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit passé avec l'entreprise pour dire que tu vas être fier de tes réalisations, mais évidemment, là, des réalisations collectives de toute ton équipe et de ce que vous allez avoir réussi à faire ensemble? Ben, moi, je veux réussir mon plan 5 ans. Ça, on l'a dit. Fait que doubler la Ouais. taille de l'entreprise, je pense déjà, on est sur la bonne voie, fait que ça se fait, mais pas avec Elisabeth.
Moi, je pense que ce qui nous reste dans le plan, c'est comment Élisabeth a fait en sorte d'avoir l'équipe mobilisée pour réaliser les 2 dernières années de notre plan 5 ans. Il nous reste 2 ans. Fait que c'est ça la transition que je dois faire. Fait que moi, je vais être fière quand c'est pas moi qui va être, puis c'est déjà pas moi, mais j'aimerais vraiment laisser encore plus de place à notre relève parce que là, moi, je suis la première, on en a d'autres. Il y a quand même beaucoup de différences d'âge et d'expérience entre moi et le reste de la relève. Puis ça, c'était assumé, c'est ce qu'on voulait. Mais comment on les amène dans ce sillon-là sans prendre peut-être les mauvais plis d'anciens entrepreneurs qu'on est, tu sais, puis de gens qui ont été drivés par la compétitivité. Donc, comment est-ce que cette relève-là peut être authentique, peut être elle-même, tout en atteignant quand même les objectifs ambitieux, il faut se le dire, de l'entreprise? Parce que moi, je vais être fière quand même si on a de la croissance, si justement on plie pas sous la pression de la consolidation, puis qu'on peut être nous-mêmes. Je pense qu'on a vraiment une belle vision, on a quelque chose à dire, puis nos clients sont bien contents. Il va falloir que ça sorte un petit peu plus du Québec. Fait qu'on s'en va plus dans le reste du Canada. Fait que je vais être contente que notre expertise va rayonner à l'externe, dans le reste du Québec. C'est déjà en train de se faire et vraiment pas basée sur moi. Ça, Très je belle vais être réponse. contente quand je serai presque plus dans l'équation. Ouais. Excellent. Hey, super bel entretien. Écoute, moi, je retiens beaucoup de choses. J'ai pris plusieurs notes pendant que tu parlais. Euh, Écoute, j'ai aimé le mot de dire que des défis, c'est des cadeaux. Bravo de le voir comme ça. J'adore ça. J'ai aimé l'aspect têtu compétitif que tu as nommé à plusieurs reprises, qui est un peu une maladie transmise dans la famille. Il faut croire quelque chose comme Ouais. ça, mais qu'il faut utiliser à faire mobiliser les bons projets. J'ai aimé beaucoup ton humilité, ton sens, ton désir d'apprendre, ton désir de bien t'entourer, ton désir de toujours te remettre en question. Écoute, ce sont tous des takeaways pour moi de cette rencontre aujourd'hui. Normand, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Ben, écoute, il y a beaucoup de choses que tu as mentionnées, mais toujours le désir d'apprendre, de se perfectionner, de s'adapter, d'évoluer, gérer son énergie aussi, puis d'avoir un leadership par l'équipe. Je pense que tu as démontré en parlant avec nous que c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais c'est pas seulement des paroles, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Et c'est là, je pense qu'on voit toute la différence des organisations qui réussissent et d'autres qui peuvent tirer de la patte, comme on dit. Oui, il y a des valeurs, oui, il y a une culture, mais est-ce que tu la vis ou c'est simplement des écrits sur une feuille ou sur un mur? Puis, il y a quelque chose de très, très vivant dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Puis, merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Coupé.